Madame, Monsieur, bonsoir. Comme tous les mardis soirs, il est l'heure de questions d'existence. Questionner, réfléchir, exister. Voilà là toute la raison d'être de cette émission. Ce soir, nous explorons l'univers de la métaphysique. Voyez-vous, l'esprit, l'imagination et la créativité de l'homme n'ont point de limite. Comme Alexander Graham Bell avec le téléphone ou Thomas Edison avec l'électricité. Tout ça dans le même objectif, avoir de meilleures conditions de vie. La technique, cet ensemble de procédés utilisés par l'homme pour transformer la nature à ses dépens. Quelle est son origine et son importance? La réponse, c'est la question d'existence. Une fois de plus, bienvenue. Ce soir, j'ai l'honneur de recevoir Dr Issoufou Komporé. Bienvenue. Merci, bonsoir. Vous n'êtes d'ailleurs pas étranger à ce plateau. Qu'est-ce que ça vous fait de repasser vos questions d'existence? Merci bien. Je dirais d'entrée de jeu que cette émission, elle est très bien, à la fois parce qu'elle invite justement à un questionnement sur le sens profond de l'existence, mais aussi parce qu'elle invite à l'homme se confronter justement à la réalité de sa présence dans le monde. C'est ça, l'homme, c'est un être qui se questionne sur la raison de son existence dans le monde, sur le pourquoi de son existence dans le monde, et question d'existence, il me semble, c'est une ouverture, une invite vers ce questionnement-là. Et c'est donc toujours un plaisir de se retrouver là, en vue justement de penser la place de l'homme dans le monde à partir donc de cette tribune. Ok, sans plus tarder, nous allons attaquer. Pour comprendre les enjeux de la technique, nous devons d'abord connaître son étymologie. Donc, je vous écoute à ce propos, docteur. Merci. Bien, il faut dire déjà, vous me permettez de faire cette petite ouverture-là, que la technique a d'abord eu un sens courant, un sens vulgaire, avant justement son usage, j'allais dire classique, son usage plus ou moins scientifique. Et dans le sens courant, on pense généralement la technique comme un ensemble de savoir-faire. Donc, à travers ce concept de savoir-faire-là, on y intègre toutes les pratiques auxquelles, justement, l'homme s'efforce, bien sûr, de davantage mieux exister dans le monde. Mais quelquefois, le sens courant est différent de ce sens étymologique. Et pour cela, il est important de rappeler que, du point de vue de son étymologie grecque, la technique vient donc du grec techné, qui renvoie à l'ensemble des procédés, à l'ensemble donc des mécanismes mis en œuvre en l'homme, par l'homme du moins, pour produire justement des outils, pour produire bien sûr des artefacts afin de mieux habiter le monde, afin de mieux habiter la nature. Alors cette signification scientifique-là, telle qu'on peut la saisir donc dans l'Antiquité grecque, fait aussi suite à ce qu'on appelle le mythe de Prométhée. Parce que justement, dans la mythologie grecque, il y a le mythe de Prométhée qui nous raconte l'histoire de deux fils, hein, c'est les fils des dieux Épiméthée et Prométhée. Épiméthée qui est bien sûr le dieu aussi de l'égoïsme, qui ne pense qu'à soi, et Prométhée qui est le dieu de l'altruisme, qui pense aux autres, et clairvoyant. Donc finalement, les dieux créent le monde, les dieux créent les hommes, créent les créatures, mais les dieux ont oublié l'homme. L'homme, c'est le grand oublié de la création. Les dieux donnent tout aux autres espèces de la nature, aux animaux, de la fourrure, des griffes pour se défendre. Mais à l'homme, c'est le grand oublié. Et donc, Prométhée va voler ce que le Dieu avait de plus cher pour le remettre aux hommes, pour parer, pour corriger cette injustice-là. Il va donc voler le feu pour le remettre aux hommes. Mais l'image du feu, c'est justement cette image de la créativité, de la conscience qui crée. Pourquoi le feu? Pourquoi la créativité? Mais en vue justement de fabriquer des outils. Pour bien sûr pouvoir survivre au même titre que les autres êtres de la nature qui le font de façon naturelle, mais l'homme est obligé par le truchement donc de la technique comme capacité d'inventer des outils, de survivre dans la nature par justement cette tendance à la création, cette tendance justement à la fabrication, bien sûr, des outils. Voilà comment, de par son étymologie, qu'on peut saisir la technique. Mais on peut en fin de compte dire que la philosophie qui aussi, dans une certaine mesure, prend cette étymologie grecque-là, va considérer finalement la technique
comme justement cet ensemble de créations par lesquelles l'homme transforme la nature, l'homme modifie son cadre de vie. Donc voilà un peu de façon plus ou moins générale ce qu'on peut dire au sujet de l'essence de la technique. D'accord. Et est-ce que la conscience est un facteur essentiel de la technique? Conscience de l'homme. Oui, tantôt nous disions déjà que le mythe de Prométhée qui nous renvoie donc à ce feu donc ce que les dieux ont de plus cher, qui est bien sûr la conscience, parce que entre-temps, c'est par l'esprit que l'homme ressemble à Dieu, que les hommes peuvent ressembler à Dieu, ce n'est pas par le corps. Voilà. Et donc finalement, la conscience déjà était pensée par les anciens, avec grand A, ça veut dire donc les Grecs, comme ce surplus-là, cette faculté dont l'homme seul possède et à partir de laquelle il va bien sûr fabriquer des outils. Donc on peut justement dire que la conscience est absolument importante dans le processus de technique. Et si bien que sans conscience, il n'y a pas de possibilité de technique. Voilà pourquoi d'ailleurs, on pourrait considérer que la technique, c'est le propre de l'homme, que l'homme a le monopole, l'homme a la propriété. Donc on ne peut pas penser technique en dehors de l'homme pour la simple raison que l'homme est conscience. Et parce qu'il est conscience, il est créativité. Donc la conscience, c'est cette faculté par laquelle l'homme, tout en se projetant dans le monde, se projetant dans l'avenir, s'arrache donc justement dans l'immédiateté de son existence là pour pouvoir justement mieux habiter le monde. Contrairement à l'animal qui est condamné, qui est esclave de l'ici et du maintenant, qui est esclave de l'immédiateté de son existence, l'homme par la conscience peut se projeter. Et c'est par cette capacité à se projeter que l'homme va justement à la fois découvrir justement son incapacité à vivre comme ça le monde sans invention des outils, sans technique, et va effectivement aussi créer des outils techniques. Donc on peut bien sûr considérer que la conscience c'est cette capacité à créer, à inventer, par laquelle justement l'homme va produire des artefacts, va produire des outils techniques en vue bien sûr de mieux habiter son monde. Ok. Si l'homme est le grand oublié des dieux, comme vous l'avez dit, quel impact a bien pu avoir la technique dans sa vie? C'est une interrogation très intéressante, d'autant plus que nous sommes dans une certaine actualité aujourd'hui, au regard de ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, dans le rapport que l'on a avec le monde, c'est une question fort intéressante. Alors, il faut dire déjà que la technique, dès l'entame même, son importance là, c'était d'ajouter, de prolonger en fait ce que la nature a donné à l'homme, prolonger donc les mains. La technique, l'outil technique comme un prolongement des mains. L'homme n'est pas capable de faire ceci ou cela par les mains, il n'est pas capable de labourer la terre par les mains, il n'est pas capable seulement de construire de grands édifices, des ponts, des bâtiments par les mains. Et donc la technique, c'est le prolongement de l'organe, le prolongement des mains, le prolongement de l'homme en tant que corps. Et en ce sens, il y a déjà une importance qui est affirmée. Mais ça va aller plus loin, parce qu'en réalité, cette capacité justement à inventer des outils, je veux donc dire la technique, obéit au besoin de se libérer de la nature. Parce que d'entrée de jeu, l'homme est soumis aux aléas, sinon aux lois de la nature. Mais l'homme se refuse de subir les lois de la nature, comme les autres espèces animales. Les autres espèces subissent les lois de la nature. Elles attendent donc justement que la nature, dans son déroulement, j'allais dire naturel là, leur impose une certaine tenue, un certain cadre de vie. Mais l'homme va se refuser donc cet envahissement, il va refuser donc cet asservissement naturel-là pour s'arracher, pour se libérer de la nature. Et donc, au départ, la technique, c'est ça, c'est pouvoir se libérer du joug de la nature, pouvoir s'affirmer face à la nature. Et justement, c'est important de préciser que l'homme, c'est le seul être capable de faire ça, de s'affirmer. Et donc, on peut même aller plus loin pour dire finalement que la technique, en permettant à l'homme de se libérer de la nature, affirme par là la grandeur de l'homme, la grandeur de l'humanité. La technique comme célébration de la grandeur de l'humanité. On regarde autour de nous et nous verrons que l'homme, en tout temps, essaie toujours de montrer sa présence dans le monde, mais à travers aussi la technique. À gauche, on a des édifices, tantôt on a des ponts, tantôt bien sûr on a des véhicules, etc., etc. Donc, tous ces moyens-là viennent témoigner de la grandeur de l'homme. Laquelle grandeur est la résultante aussi de sa capacité à créer des outils, et donc la technique. Alors, on peut penser la technique à la fois comme moyen par lequel l'homme s'arrache à la nature, l'homme se libère de la nature, comme moyen aussi par lequel, du moins, l'homme
bien sûr, s'affirme dans la nature. L'homme se confronte, l'homme rivalise même avec la nature. Et donc, finalement, comme moyen par lequel l'homme affirme sa grandeur dans la nature. Donc, il y a un ordre naturel. L'homme est une partie de la nature, mais il se refuse justement de se laisser conduire par cet ordre de la nature-là. Il essaie donc, autant que faire se peut, de corriger pour son bien-être cet ordre de la nature. Si bien que on a le sentiment qu'à un moment donné, les hommes prennent régulièrement conscience de ce malaise-là face, bien sûr, à ce qu'on pourrait appeler soit l'égoïsme de la nature, qui donne peu à l'homme, qui donne peu tout, ou bien encore ces aléas, cette violence aussi de la nature qui parfois se refuse même, et bien sûr, de donner à l'homme le strict minimum pour sa survie. Prenant conscience donc de ces constats, prenant conscience donc justement de cette dimension de la nature-là, il va, à l'aide de la technique justement, modifier la nature, transformer la nature. Donc, les grandes avancées scientifiques et technologiques que nous avons aujourd'hui, ça émane de la technique. Oui, et il y a un lien intrinsèque entre justement la technique et la science, parce qu'on a dit que c'est l'ensemble des manières à partir desquelles les hommes vont, bien sûr, transformer la nature. Mais cet ensemble des manières-là est conditionné par un savoir. Voilà pourquoi d'ailleurs l'homme ordinaire pense que la technique, c'est le savoir-faire. Donc, savoir-faire, c'est avec le trait d'union, la jonction entre savoir et faire. Donc, la technique ne va pas sans un savoir. Si on élargit le concept, nous verrons à l'intérieur donc des exemples justement d'activités relevant de la technique, là, la menuiserie, par exemple. Mais la menuiserie, c'est pas seulement que fabriquer des tabourets, c'est aussi un savoir derrière ça. On va trouver donc l'art de la forge, mais la forge, c'est pas seulement que de fabriquer des outils, de l'adapter, mais c'est aussi un savoir. Donc, justement, les grandes avancées scientifiques ne sont pas sans la technique. Et ça fait d'ailleurs penser à Gaston Bachelard qui disait justement que toute science a l'âge de ses instruments de mesure. Voilà. La science évolue en fonction de ses instruments de mesure, à la mesure de ses instruments de mesure. Plus on a affaire à des instruments de mesure de pointe, plus on espère une avancée importante de la science. À un moment donné de l'histoire de la science, il y avait des possibilités de prouesses qui restaient inconnues, inexplorées par l'homme. Pas parce qu'il n'en a pas, il n'en éprouve pas le besoin, mais surtout du fait que les moyens techniques à l'époque là ne permettaient pas certaines avancées. Avec l'évolution de ces moyens techniques, justement, on va observer une évolution notoire aussi de l'activité scientifique. Donc, on ne peut pas penser l'évolution de la science, que ce soit, enfin, les mathématiques, que ce soit la biologie, que ce soit la médecine, sans effectivement la technique qui les accompagne, qui les guide et qui est ce talier fond par lequel la science elle-même peut prendre son envol. Okay. On dit que la technique, c'est le résultat de l'imagination, de la créativité. J'entends souvent dire que tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. Est-ce que c'est vrai, docteur? Oui, si on rapporte justement à cet adage courant-là, on dirait tout de suite, de façon hâtive, que dans une certaine mesure, voilà, la technique aussi, parce que ça relève de l'imaginaire, est possible. Mais il faudrait faire un peu attention. Et d'ailleurs, contre cet adage, on peut toujours montrer que tout ce qui est imaginaire par l'homme n'est pas toujours possible. Le monde de l'imaginaire est vaste. Enfin, j'ai même envie de dire, le monde de l'imaginaire est illimité. L'imagination est illimitée. L'imagination n'a pas de frontières. Il est difficile de cerner et d'imposer des frontières de l'imagination. Donc, dans cet univers infini, comment on peut justement traduire dans la réalité ce qui peut se manifester là? Donc, ce qui est dans l'imaginaire là, quelquefois relève d'un idéal vers lequel on espère justement de réaliser. Mais ce n'est justement qu'un idéal. À cet effet, on pourrait justement donc dire que la technique, qui est aussi le flux de l'imaginaire, n'épuise pas, en fait, tout ce que l'homme s'imagine au sujet de ce qu'il peut encore produire. Ce que nous avons encore aujourd'hui comme prouesse dans la technique n'épuise pas tout ce que le génie créatif, tout ce que l'imagination de l'homme peut lui permettre donc de produire. Ce qui veut dire qu'il y a un hiatus, un fossé entre l'imaginaire et la réalité. Entre l'imaginaire, la technique dans l'imagination de l'homme et la technique dans la réalité effective
de l'humain. D'accord. Ok. Si la technique a permis à l'homme de se libérer, parce que cette façon d'adapter la nature, là, c'est pour faire face aux aléas et être maître de sa vie. Pourtant, j'ai plus l'impression aujourd'hui que le maître est devenu l'esclave de ses inventions. Aujourd'hui, des filles ne peuvent même pas, bon, pas des filles, des personnes ne peuvent même pas passer une journée sans leur téléphone. Des personnes ne peuvent même pas se rendre à leur point de travail s'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Est-ce que le maître n'est pas devenu esclave? Oui, ça fait rapidement penser à Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave, oui, qui finit par inverser finalement. D'accord, il faudrait effectivement préciser que en magnifiant aussi la technique, il faut faire quand même attention parce que la technique n'est pas seulement ce par quoi l'homme s'affirme, c'est-à-dire l'homme affirme sa grandeur, l'homme se libère de la nature, l'homme modifie la nature pour son bien-être, pour sa survie, etc. La technique, c'est aussi ce par quoi l'homme s'aliène. La technique, c'est aussi aliénation de l'homme. Et on retrouve justement ces idées-là, par exemple, chez un auteur comme Martin Heidegger, je crois dans la conférence de 1954, où Heidegger, justement, critique la technique dans son expression moderne. Parce qu'il y a la technique dans son expression traditionnelle. Celle, justement, qu'on rencontrait dans l'Antiquité grecque. C'est une technique qui n'entraînait pas des effets en retour sur la nature et, bien sûr, sur l'homme. C'est une technique, j'allais dire, désintéressée, fruit seulement de l'immersion, de la spontanéité. Maintenant, avec la société moderne, là, on a affaire à une technique qui entraîne toujours des effets en retour. Et c'est pour cette raison que, aujourd'hui, des figures importantes considèrent que la science moderne en général, la science et la technique moderne en général, ouvre donc l'ère de la surexploitation de la nature engagée par l'homme et qui nous engage aujourd'hui vers ce qu'on appelle la crise environnementale, aux conséquences presque toujours dramatiques. On savait déjà, et c'est ça la preuve à chaque fois qu'on brandit avec le nez Descartes, donc, qui, dans les discours de la méthode, montre que par le savoir-faire, par le savoir-faire, l'homme deviendrait comme maître et possesseur de la nature. Mais c'est en même temps dangereux. Est-ce que l'homme gagne vraiment à devenir maître et possesseur de la nature? Voilà. Donc, parce que cette affirmation-là semble donner la liberté à l'homme de faire tout ce dont il a envie sur la nature. Donc, d'utiliser la nature comme un simple outil. Je dirais comme un vil outil. Mais la nature n'est pas un vil outil. La nature, c'est le lieu de l'habiter de l'homme, le lieu où l'homme habite. Et c'est aussi la condition nécessaire de l'existence de l'homme. Mais moi, je parle plutôt de ce fait que l'homme se repose essentiellement maintenant sur ses créations, ses inventions. Bon, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de faire d'efforts, mais aujourd'hui, c'est devenu comme un abus. Surtout avec la création du Wi-Fi, surtout. Oui, bien sûr. En fait, il faut aller plus loin. J'allais d'ailleurs avancer vers là. Il faut aller plus loin pour préciser que, justement, il y a une sorte de... j'allais dire, l'homme est de plus en plus obnubilé par la technique. Il y a un rapport exagéré, excessif, voilà, à l'égard de la technique, si bien que, finalement, l'outil technique-là semble échapper effectivement au contrôle de l'homme, finalement. Il y a une inversion qui fait que, finalement, non seulement la technique, au contraire de la technique, l'homme devient comme une machine, un artefact. Programmé aussi, programmé par la technique, programmé par le téléphone, programmé par le véhicule, programmé, etc. Ça enlève cette autonomie, cette liberté-là à l'homme dans ce qu'il pouvait faire. Maintenant, surtout avec cette nouveauté qu'on appelle intelligence artificielle. Et voilà, fallait qu'on en arrive là, finalement. Donc, avec ça, et nous ne sommes qu'au début d'ailleurs, encore faut-il le dire, nous ne sommes qu'au début. On se demande ce qu'il en est, ce qu'il adviendra de l'identité même de l'homme. Voilà, ça nous amène à la vieille question de Socrate, qu'est-ce que l'homme, qui est l'homme? Aujourd'hui, on peut la ramener face donc à l'évolution exponentielle de la technique là. Est-ce que la question aujourd'hui n'est pas finalement d'actualité? Qui est l'homme? Qu'adviendra-t-il de l'homme? Quel sera son statut ontologique? Un humain, est-ce que finalement on n'enlève pas ce côté, c'est cette dimension humanité? Alors, on regarde autour de nous, on a justement le constat que finalement, nous sommes en train, sinon si ce n'est pas le cas déjà, de devenir esclaves. La technique, c'est finalement la drogue de ce 21e siècle. Il faut peut-être espérer et aller de plus en plus vers une désintoxication
sans quoi les hommes s'engloutiraient davantage. Un peu partout, on a des gens qui sont assis ensemble, mais qui sont encore très seuls, parce que chacun est concentré sur son outil technique, sur son téléphone, sur son ordinateur. On a des couples qui sont assis ensemble au salon, mais qui sont encore très seuls. On a des parents qui sont présents physiquement, mais qui sont absents émotionnellement, affectivement, parce qu'on est toujours concentré sur son téléphone, etc., etc. Donc, effectivement, on peut penser qu'aujourd'hui, il y a ce revers de la médaille là, il y a cette inversion de la perspective qui risquerait, moi je ne vais pas peut-être aussi le dire comme vous, mais qui risquerait à la longue de faire de l'homme l'esclave donc de sa création. Donc là, le créateur qui va devenir esclave de la créature. Mais si l'on continue donc dans cette dynamique-là, il est sûr qu'à l'horizon d'un certain nombre d'années, eh bien, évidemment, on pourrait voir à quel point l'homme cesserait d'être cet être humain avec une autonomie, avec cette capacité à se réinventer, cette capacité à inventer, enfin, cette autonomie vraiment qui fait l'essence de l'homme là, va se réduire. On aurait affaire donc, vous avez cité l'IA, à l'homme machine, à l'homme mécanisé, à l'homme automate. Ce n'est plus cet homme, cet être autonome, mais automate. Donc, contraint, conditionné, formaté par la technique qui nous impose des tenues. D'accord, alors envisagez une désintoxication. Est-ce que vous proposez d'autres solutions ici pour pouvoir faire le juste milieu, afin que l'homme puisse garder le contrôle? Oui, on a déjà parlé de la désintoxication, ouais. Voilà, mais il faut aussi ajouter à cela, et surtout cela, qu'il faut de plus en plus aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est une vision éthique de la technique. Donc l'éthique, comme justement cette capacité-là à se définir de façon autonome des normes, des valeurs. Donc aujourd'hui, face à l'évolution de la technique et aux dangers qui peuvent en découler, on a besoin donc d'une éthique. Et cette éthique-là, elle est impérative. Une éthique pour justement sauvegarder, pour sauver l'humanité de l'homme. Une éthique pour sauver l'homme, l'humanité des dérives de la technique. Peut-être une éthique pour sauver l'homme aussi de cette tendance qu'a la technique là, tendance par laquelle la technique semble vouloir éteindre l'homme. Donc l'extinction de l'homme, n'est pas d'abord physique, c'est l'extinction de son humanité, de son autonomie. Donc il y a besoin d'une éthique, d'un ensemble de valeurs morales qui vont accompagner toutes les évolutions, toutes les créations techniques. Comme un semblant de mode d'emploi. Voilà, comme un semblant de mode d'emploi. Comme justement, j'ai pas envie comme un arsenal, voilà, comme un arsenal de valeurs, de règles, de normes, à l'égard desquelles, et qui aurait aussi un aspect contraignant, parce que c'est ça aussi que ça sert. Rien ne sert donc de parler d'éthique s'il n'y a pas aussi un aspect qui va peut-être accompagner ça. Donc finalement, c'est que le monde, les dirigeants du monde, dans le droit international, on pourrait justement mettre en place des principes qui accompagneraient ou qui contraindraient d'une façon ou d'une autre les hommes dans un usage éthique de la technique. Donc la solution ultime, c'est là, vers un usage éthique de la technique. D'accord. Je retiens que la technique, c'est ce semblant de savoir-faire qui permet à l'homme, pas à la nature de s'adapter à l'homme, et pas à l'homme de s'adapter à la nature, mais à la nature de s'adapter à l'homme. Même si souvent, bon, il y a un déséquilibre quelque part, parce que on surexploite et on devient accro. Il faut savoir faire la part des choses. C'est ça. Et aussi, comme vous le dites, le mot d'emploi, c'est très important. C'est très important, oui. D'accord. Donc, professeur, nous tirons à la fin de cette émission. Merci. Déjà la fin. Oui. Merci d'avoir répondu présent. D'accord, je vous en prie. Et aussi, bon, il est aussi important de souvent faire des écriteaux pour pouvoir diriger les gens. Parce que il faut garder cette part d'humanisme là qu'on a, même si c'est vrai que la technique, ça nous permet de faciliter les choses de la vie. C'est ça. Merci bien. D'accord. Chers spectateurs, c'est la fin de cette édition. J'aurais aimé vous dire au revoir, mais malheureusement, ce sont des adieux que je vous adresse ce soir. Bon, je vois que vous faites une mine là. Eh oui, enfin, déjà, sitôt commencé, mais bon, on a pris plaisir à partager. Et on prend plaisir à partager les plateaux en votre compagnie. Oui. C'était un plaisir pour moi, en tout cas, de vous guider sur votre existence. Mais malheureusement, les coups de la vie ont tourné ma girouette dans une autre direction. Mais je vous laisse entre de très bonnes mains.
Vous découvrirez très bientôt votre nouvelle amie de questions d'existence à partir du numéro prochain. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez et likez. Merci de nous avoir suivis.